infos et cette déclaration vient de nous parvenir à l'instant. Joe Biden jette de l'huile sur le feu en autorisant des tirs de missiles. C'est ce que déclare le Kremlin. On va en parler bien sûr et c'est d'ailleurs tout notre questionnement dans cette prochaine demi-heure. Notre question du jour, elle est consacrée à cette autorisation désormais des États-Unis qui autorise donc l'Ukraine à utiliser des armes américaines pour frapper le sol russe. La question du jour, missiles à longue portée, un tournant dans la guerre en Ukraine. Vous scannez le QR code, vous le flashez, vous nous posez vos questions et nous vous y répondons avec le général Chauvency qui est consultant géopolitique pour LCI. Merci d'être venu nous rejoindre. Nous sommes également bien sûr avec Yael Gauz, avec Claire Fournier, avec Xavier de Giacomoni et avec Nivin Potros qu'on va retrouver dans un instant pour tout vous dire. Mais cette réaction qui vient de nous parvenir du Kremlin, comment vous l'analysez? Joe Biden jette de l'huile sur le feu. Oui, effectivement. Enfin, moi, je n'appelle pas ça de l'huile sur le feu. Je dis simplement, c'est plutôt Joe Biden qui cherche à empêcher que la politique qu'il a menée auprès de l'Ukraine soit mise en échec par l'arrivée de Trump dans 2 mois. Donc, il rend les choses irréversibles à la date d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point politique. Du point de vue militaire, il est certain qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont à la peine. Ils ont besoin d'avoir d'abord un renfort moral, en quelque sorte, parce que je pense qu'ils doivent être un petit peu estomaqués, abasourdis par la victoire de Trump et les risques que cela peut impliquer, sans vouloir dire qu'ils seront pris vraiment. Et puis, militairement parlant, ça va contraindre finalement les Russes et éventuellement les Nord-Coréens, parce qu'on en parle beaucoup, à repousser plus en arrière du front leurs troupes qui sont au contact. Parce que, effectivement, ces missiles vont permettre de frapper plus en profondeur et donc menacer, comme on l'a vu il y a quelques mois, les postes de commandement, les munitions, tous les regroupements de forces, donc d'amoindrir l'effet offensif des Russes. Xavier, est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction encore plus vive derrière de Moscou? Si en effet il y a les premiers tirs par exemple de missiles américains utilisés par les Ukrainiens sur le sol russe, est-ce que là, le Kremlin va passer aussi une étape supplémentaire? Bon, on a tous vu ce qui s'est passé ce week-end sur l'Ukraine. Plus de 120 missiles et drones qui sont abattus prioritairement sur des zones habitées, ensuite sur toute l'infrastructure énergétique. Je ne suis pas capable de vous dire si le Kremlin peut faire encore plus. Mais effectivement, cette déclaration du Kremlin, Biden jette de l'huile sur le feu. On revient aux fameuses lignes rouges. Mais en fait, les lignes rouges, elles sont faites pour être dépassées tout le temps. Elles n'existent pas. On verra ce que peut faire de plus le Kremlin. Mais en revanche, ça nous montre bien qu'on est entré dans ce qu'on appelle, notamment en basket aux États-Unis, le money time. À savoir que tout le monde parle de négociations, mais personne ne parle de la même chose. Quand on entend la fin de la guerre dans la bouche de Volodymyr Zelensky en 2025, comme il l'a dit ce week-end, c'est pas la même fin que celle qu'imagine Vladimir Poutine. Ceci dit, par rapport à l'autorisation de Biden, elle aurait dû intervenir quasiment 18 mois plus tôt. C'est toujours trop peu, trop tard. On verra. On sait qu'une centaine d'attaques MS ont été livrées à l'Ukraine. On verra s'il y a d'autres livraisons, parce que Trump pourra interrompre les livraisons, tout simplement. On va y revenir. Réaction de Yael et on retrouve Nivin. Côté français, c'est très prudent pour l'instant. On dit que c'est une option, l'utilisation de nos missiles longue portée. C'est ce que dit Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Nos missiles Scalp que nous avons livrés. On ne connaît pas le nombre précis de missiles autorisé longue portée. l'utilisation il y a plus de 6 mois. Voilà, mais ça reste une option. Donc c'est aussi une forme de baroud d'honneur vu des Ukrainiens. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Il y a beaucoup d'amertume dans les rangs de Volodymyr Zelensky, que ça arrive si tard dans le rapport de force avec les Russes. Guillaume Tac, qui est en direct de Kiev, va nous le dire dans quelques instants. Je vous rappelle notre question du jour. On a déjà des questions qui nous parviennent. Un missile longue portée, s'agit-il d'un tournant dans la guerre? Je vous pose cette question du coup à vous, Nivin. Et de quelles armes parle-t-on? Eh bien, on parle d'attaques MS, des missiles balistiques d'une portée de 300 km, capables de transporter une charge explosive de 226 kg et avec une précision de seulement quelques dizaines de mètres. Selon le New York Times, les Américains en auraient livré plusieurs centaines à Kiev en avril dernier, mais pour être employés uniquement à l'intérieur du territoire souverain de l'Ukraine. Pour reprendre les mots de la Maison-Blanche, désormais, les Ukrainiens peuvent les utiliser pour frapper le sol russe. Alors, avec cette portée de 300 km, eh bien, c'est toute cette zone en rouge que vous voyez sur la carte qui sera désormais à portée d'artillerie des Ukrainiens. Dans un premier temps, les Ukrainiens pourraient utiliser ces attaques MS pour frapper la région de Koursk. C'est là que se trouvent 10 000 soldats nord-coréens déployés pour stopper l'incursion ukrainienne en territoire russe. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un second temps, Nivin, ces missiles soient aussi utilisés pour frapper d'autres cibles en Russie ?
Oui, parce que plusieurs cibles stratégiques se trouvent dans cette zone, à commencer par des bases aériennes militaires. Il y en a 16 à portée d'attaque MS, comme celle de Rostov-sur-le-Don par exemple, ou celle de Liptek, qui était jusqu'à présent attaquée seulement par des drones. Les Ukrainiens vont également pouvoir viser les dépôts de munitions, les bases d'entraînement, les concentrations de troupes, les nœuds logistiques. Ce sont tous ces points jaunes que vous voyez sur la carte. Au total, ce sont près de 200 cibles qui ont été recensées par l'ISW, l'Institut américain pour l'étude de la guerre, des sites stratégiques mais également symboliques, comme par exemple le pont de Crimée, surnommé le pont de Poutine. Si les Ukrainiens décident de tirer un missile attaque MS sur ce pont, eh bien, les conséquences pourraient être majeures. Se pose tout de même la question des stocks. Selon le New York Times, on ne sait pas combien de missiles attaque MS les Ukrainiens ont encore dans leur arsenal pour être utilisés dans la région de Koursk, mais ce serait à minima plusieurs dizaines. Merci beaucoup Nivine. Venez donc nous rejoindre. Nous prenons la question de Arthur de Aix-les-Bains. Est-ce que vous craignez une escalade dans la guerre? Est-ce que ça pourrait justifier les actions de la Russie en considérant qu'une attaque ukrainienne serait non légitime? Oui, mais la question est de savoir avec quoi. Et actuellement, on a quand même l'impression que la Russie a utilisé toutes ses armes. Donc moi, je ne crois pas, je ne dirais pas le mot escalade, je dis simplement qu'on est dans une durée de la guerre, mais avec un objectif qui est en 2025, obtenir finalement que les Ukrainiens soient en meilleure position ou en moins mauvaise position pour négocier. Donc l'escalade, non pas vraiment, c'est simplement encore effectivement une ligne rouge qui a été finalement effacée. Et on revient dans le schéma normal de la guerre, on a des armes, on les utilise. Général, concrètement, ça va changer quoi? Ça peut changer quoi? On oublie les expressions du type game changer, tout ça, on en est un peu revenu. Mais à quel point ça peut orienter la conduite des opérations en faveur de l'Ukraine, un tant soit peu? C'est-à-dire, ils peuvent aller jusqu'à Koursk, pas jusqu'à Moscou. Ça leur permet quoi concrètement? Alors d'abord, il faudrait savoir quelles sont les règles, ce qu'on appelle les caveats, qu'ont donné les Américains. Un caveat, c'est quoi? C'est que l'État qui donne un armement à quelqu'un met des limites à son emploi. Quelles sont les limites qui ont été données par les Américains aux Ukrainiens? Ça, on ne le sait pas. Donc c'est... Est-ce que je vous autorise ou non à dépasser la zone de Koursk? Parce qu'on ne parle que de Koursk, mais sans preuve. On parle du pont de la Crimée, mais sans preuve. Il n'y a pas de déclaration officielle. Et très souvent, les caveats, elles ne sont pas officielles. Donc, on ne sait pas aujourd'hui ce qui va se passer. Maintenant, rappelons aussi que quand même, ce sont des vecteurs terrestres, non pas des vecteurs aériens, ce qu'on oublie un petit peu facilement. Les vecteurs terrestres, il faut quand même amener les pièces d'artillerie. La HIMARS, il y en a plus d'une quarantaine qui ont été livrées par les Américains. Il y en a plus d'une dizaine livrées par les Britanniques sous une autre version chenillée et aussi par les Allemands. Maintenant, il va falloir les approcher de la zone de combat, ce qui veut dire les mettre en danger. Et au prix du matériel, un missile attaque MS, aujourd'hui, quel qu'en soit le format, c'est plus d'1 million d'euros, pièce. Et en avril dernier, alors je donnerai un chiffre que moi j'ai relevé, c'est quand même entre 600 et 1000 qui auraient été livrés, mais à différents formats, soit à sous-munitions, il paraît que c'est pas bien, et de l'autre côté à tête unique, ce qui est ceux qui frappent à 300 km. On prend la direction de Kiev pour retrouver Guillaume Tack, je le disais, vous êtes sur le terrain pour nous et je vous en remercie. Sait-on déjà, Guillaume, quel est l'usage que Kiev ferait de cette autorisation, enfin, en tout cas une fois totalement acquise, bien sûr? Alors, comme le disait le général, on a encore peu d'informations sur ce qui va être permis à l'Ukraine par les États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui donnent l'autorisation, même si la France et l'Allemagne pourraient suivre plus tard le Royaume-Uni avec les Scalp, les Storm Shadows. L'Allemagne, elle n'est pas encore revenue sur sa décision de ne pas livrer des Taurus. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, ces armes devraient être employées d'abord dans la région de Koursk, où les Russes ont massé une force d'environ 50 000 hommes, dont, selon certaines informations, 11 000 soldats nord-coréens, pour lancer une contre-offensive et reprendre cette poche que les Ukrainiens occupent depuis la région Août. Donc, comme vous le mentionnez, le plus probable, c'est que l'Ukraine tente de dégrader les capacités offensives de la Russie en frappant les concentrations de troupes, en frappant également les nœuds ferroviaires, les nœuds logistiques. Ferroviaires parce que la Russie utilise beaucoup le rail pour déplacer ses troupes, ses munitions, son carburant. Il est encore un peu trop tôt pour se prononcer sur la nature exacte des cibles et surtout sur l'impact qu'auront ces armes sur le reste de la guerre. Merci beaucoup Guillaume Tack, merci d'être avec nous encore une fois. On a pas mal de questions, puis il y a des sentiments assez différents qui émergent. On va prendre la question de Moujib, qui est à Suresnes. Bonjour à vous Moujib, merci pour votre question. Elle va s'afficher tout de suite. Après avoir fait preuve d'une magnifique couardise, dit Moujib, durant 2 ans, autoriser les frappes dans la profondeur en l'annonçant publiquement, n'est-ce pas une hypocrisie de plus des États-Unis et de l'Occident? Yael, je vous vois réagir, peut-être Xavier juste après. C'est-à-dire qu'il y a 2 questions. Il y a
il y a 2 mois encore d'administration Trump. D'administration Biden, lapsus, et après c'est Donald Trump qui prend le relais. Est-ce que oui ou non ils se sont coordonnés? Est-ce que Donald Trump valide ou non ce que fait Joe Biden sur ces missiles longue portée? Alors qu'on n'a pas encore de réaction en ce qui me concerne. Pour l'instant, je n'ai pas vu de réaction du côté de la nouvelle administration Trump. Est-ce qu'il suivra ou pas? Est-ce que c'est pour 2 mois pour un baroud d'honneur ou est-ce que c'est pour plus longtemps? Et ensuite, c'est notre naïveté européenne depuis longtemps. La Russie, on le sait, Poutine joue des moindres faiblesses. Il y en a une en ce moment qui est évidente, c'est le pas de côté d'Olaf Scholz et de l'Allemagne qui cherche une diplomatie du téléphone. On l'a vu vendredi, alors que c'est pas coordonné avec les États-Unis, pas coordonné avec Londres, pas coordonné avec Paris. Donc là aussi, ça profite à Poutine. Donc tout ça donne le sentiment, effectivement, du baroud d'honneur qui arrive bien tard. De là à renverser le rapport de force en 2 mois, si Trump revient sur la décision de Biden, c'est très court. Alors c'est vrai que je rebondis là-dessus. Que va faire Donald Trump? Enfin, franchement, qui pour comprendre? On a juste quelques indications parfois qui nous viennent des cartes postales de son fils, de Trump Jr. Sur les réseaux sociaux, on va voir ce qu'il a dit ces dernières heures et franchement, c'est pas rassurant pour l'Ukraine. Le complexe militaro-industriel semble vouloir s'assurer que la 3e guerre mondiale soit déclenchée avant que mon père ait eu la chance de créer la paix et de sauver des vies. Il faut sécuriser ces milliers de milliards de dollars, que la vie soit maudite imbécile. C'est peut-être le plus important du tweet en fait. Est-ce que Donald Trump peut défaire ce qui aura été décidé potentiellement là, en dernière ligne droite, par Joe Biden? Oui, tout simplement. On ne livrant plus d'attaques MS. À ce moment-là, la question de leur utilisation ne se posera même plus. Il y en a quelques centaines qui ont été livrés. S'ils sont tous tirés avec l'aval de l'administration Biden, après, quand il n'y en a plus, il faudra bien les renouveler. Donc si Trump veut continuer à appuyer l'Ukraine par ces livraisons-là, on le verra très très vite. En fait, ça sera très simple. Mais effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans le noir par rapport aux intentions de Trump. On entend tout et son contraire, grosso modo, et même dans son administration, on a tous les profils. On a des gens qui seraient prêts à livrer, à continuer à soutenir l'Ukraine en lui livrant des armes, et d'autres pour qui c'est vraiment pas possible. Maintenant, ce qui est très important, c'est de voir effectivement qu'on a beaucoup trop tardé, les Américains en l'occurrence, et en plus, ils ont bloqué toutes les décisions occidentales. On parlait tout à l'heure, Yael parlait tout à l'heure des Scalp, qui sont des missiles efficaces, qui sont tirés d'un avion, donc l'utilisation est différente. Les Ukrainiens ont eu le génie de réussir à les adapter à des Sukhoi 24, qui est un avion qui n'était pas du tout fait, pas du tout prévu pour ça. Ils auraient pu s'en servir, mais ça a été bloqué par la décision américaine parce qu'il y a des composants américains dans ces missiles. Maintenant, sur le côté symbolique, et là où le Kremlin pourrait réellement voir rouge, c'est ce que disait Nivin tout à l'heure. Pour le moment, on ne parle que de la région de Koursk. C'est ce qu'on a compris de l'article du New York Times. Mais si jamais les attaques MS étaient utilisées en vague, il en faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour frapper le pont de Crimée, le pont de Poutine, là, on entrerait totalement dans une autre dimension. On prend la question de Jean-Pierre qui est à Douai. N'est-ce pas envoyer un message de notre détermination, non seulement à Poutine, mais aussi à Kim Jong-un, donc, ou à Xi Jinping, qui menacent leurs voisins, général? Oui, sans aucun doute, mais je crois surtout qu'on est dans une guerre qui doit s'achever à un moment donné et dans lequel maintenant on met ses dernières forces pour obtenir un résultat pour la négociation future. Tout le monde, en gros tous les chefs politiques ont dit en 2025 cette guerre doit s'arrêter, que ce soit par la diplomatie, selon Zelensky, que ça soit aussi avec un plan de victoire comme il l'a aussi souligné il y a quelques semaines. C'est aussi Trump qui fait des avances et puis entre-temps on a Biden. Et Biden pour moi c'est quelqu'un qui dit je n'ai pas été suivi, je n'ai pas gagné les élections et je donne un dernier coup finalement dans la fourmilière pour ne pas que tout ce que j'ai entrepris au profit de l'Ukraine soit remis en cause par le prochain président. Et donc Yael, la France dans tout ça, parce qu'on a eu des déclarations quand même sur le sujet d'Emmanuel Macron en mai 2024 encore. Là, on a cette déclaration de Jean-Noël Barrot, là en bas de l'écran, la France réaffirme l'utilisation des missiles, c'est une option. Oui, ce qui me frappe, c'est le côté très prudent. Quand vous demandez à Matignon, on dit demandez à l'Élysée, demandez aux armées. Quand on appelle les armées, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et quand on appelle l'Élysée, ils sont complètement dans le G20 à Rio et il n'y a pas de position officielle. Il n'y a que Jean-Noël Barrot au Quai d'Orsay qui dit ça reste une option. C'est quand même extrêmement prudent. C'est-à-dire que c'est pas vive les missiles longue portée, on y va, on frappe la Russie. Parce que la France, c'est aussi à quoi elle s'expose du côté de Poutine avec son langage de la co-belligérance. Parce que pour le coup, c'était la ligne rouge. Elle fluctue, Xavier a raison, il n'y a pas dans le droit de la guerre clairement des choses inscrites, qu'est-ce que la co-belligérance. N'empêche que pour Poutine, la longue portée, c'est la co-belligérance. Donc on devient pour le coup des alliés directs de l'Ukraine engagés sur le terrain.
dans l'esprit de Poutine. Conclusion, Alex La Xavier. question de Jean-Pierre était très intéressante parce qu'effectivement, c'est aussi un message qui s'adresse à la Corée du Nord et à la Chine. Les États-Unis ne seront pas faibles et notamment continueront à soutenir leurs alliés. Ça, c'est primordial. Et on voit mal comment Trump pourrait s'émanciper de ça. Parce que s'il commence à lâcher ses alliés, s'il commence à montrer de la faiblesse par rapport à la Russie, la Chine et la Corée du Nord, forcément, en profiteront. Et c'est pas du tout ce qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est rendre sa grandeur à l'Amérique. On l'a bien compris.